Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est lundi, alors bon lundi à vous. Bonne nouvelle semaine à vous. La Russie a de nouveau déployé son infanterie blindée et son infanterie lourde. Ils en avaient au début des années de la guerre. Ensuite, ils ont presque tout épuisé et maintenant l'infanterie lourde blindée est de retour. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Regardez ça. Voici leur nouvelle infanterie lourde. Un homme avec une plaque assez épaisse pour arrêter les tirs de fusil Kalachnikov attachés à l'avant et à l'arrière de lui. Bien sûr, c'est une défense, une zone très restreinte. Quelles sont les chances que les Ukrainiens le touchent juste sur la plaque ? Pas à l'omoplate, ni à la tête, ni aux jambes, ni à tout le reste de son corps, ça n'a pas vraiment d'importance. Voici la nouvelle infanterie lourde blindée, une véritable menace. Tu vois, je suppose qu'ils ont testé cette petite plaque circulaire juste ici en tirant simplement dessus, sans retirer cette plaque de l'homme juste en tirant dessus. En prenant le risque de rater leur cible. Oh, ce n'est pas grave. Quelle nouvelle arme pour l'armée russe. Mince, on n'a pas d'antidote pour ça, on n'en a pas. Mais il y a aussi une nouvelle arrivée d'infanterie lourde. Si la vidéo précédente vous montrait de l'infanterie blindée, ici il s'agit d'infanterie lourde, littéralement très lourde, parce qu'ils sont tellement grands, tellement massifs. Ils absorbent les munitions ukrainiennes, ce qui pose problème aux Ukrainiens. Parce que ces corps ont la capacité d'absorber énormément de tirs, énormément de drones et énormément de balles. Pour illustrer, nous avons une vidéo montrant ce processus. Voici l'infanterie russe très lourde qui danse en rond autour de l'arbre, Yada. Mais à la fin, ça se termine comme toujours. Maintenant, je ne peux pas confirmer qu'un seul drone suffisait pour ce corps massif de chair, mais deux feront certainement l'affaire. Mais les styles particuliers de l'infanterie russe ne sont pas encore terminés, car nous avons un troisième style d'infanterie russe qui est la pré-évolution. Primate, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, regarde ça. Ce primate de l'armée russe essaie d'ouvrir une bouteille d'eau avec sa bouche. C'est vraiment difficile à faire, mais il réussit finalement à l'ouvrir. Il veut vraiment boire maintenant, il essaie de boire, mais il n'y arrive vraiment pas. Parce que c'est gelé. C'est gelé sur le dessus, mais pas complètement, il reste un peu d'eau. Il pousse avec son doigt, tu pourrais te demander pourquoi il n'utilise pas ses mains. Eh bien, les raisons sont en fait d'une certaine manière, tristes. Ses mains sont gelées. Oui, il ne peut pas vraiment bouger ses doigts correctement, ils sont gelés. Sinon, il aurait ouvert le bouchon avec ses doigts. Oui, en Russie, l'infanterie meurt de froid, c'est ça. Il fait entre 15 et 25 degrés sur différentes lignes de front en Ukraine, ce qui est extrêmement froid pour les deux camps. La logistique est pire côté russe. Donc ça, et ils utilisent davantage de soldats jetables, qui ne reçoivent ni de vrais gants, ni de bonnets, ni rien du tout. Donc on voit ces vidéos venant du côté russe, et je dois mentionner pour être honnête que c'est aussi le cas dans les tranchées ukrainiennes. Les gens ont vraiment froid là-bas, mais ils sont du côté défensif, donc ils peuvent parfois se réfugier dans un abri. Ils allument un petit feu, une sorte de flamme à gaz, qui chauffe l'abri. Par exemple, 5 à 10 degrés de plus rendent le gel non mortel, juste très froid. Mais pour ce soldat russe, moins 25 degrés Celsius sans chapeau ni gants, c'est l'engelure puis la mort, voilà son avenir. C'est un peu triste, mais encore une fois, ce sont eux les occupants. Alors, mais maintenant, mon ami, ce n'est pas souvent dans cette guerre que l'on voit une vidéo venant du côté russe disant et montrant comment il frappe un lanceur de système de défense anti-aérienne Patriot. Regardons cette vidéo, puis on en discutera. Tu te demandes sûrement, ils ont touché un patriote ? Mais regarde, c'est un drone Rubicon russe. Rubicon est, oui, l'une des meilleures unités de drones russes. SRK Patriots. Il le voit, le vise, le touche, et quand la vidéo est sortie, Telegram russe a explosé. Il saute de joie, tellement content d'avoir touché un patriote. C'est le système de défense aérienne le plus puissant, grand et récent de l'Ukraine, donc la cible la plus précieuse. Ils auraient pu toucher un autre lanceur, montrer différents angles, en toucher un autre, et maintenant, le dernier, il touche... Non, c'est le dernier, n'est-ce pas ? Je veux juste faire une pause. Regardez ça. À quoi ça vous fait penser ? On dirait un patriote, non ? Ça ressemble à un fichu patriote en carton ou en contreplaqué ou en tôle métallique.
Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais ce n'est pas un patriote. C'est un bon leurre, ils en fabriquent, notamment des leurres de chars de véhicules, 90. Pour moi, c'est un véhicule de combat d'infanterie. Bien sûr, ils vont en fabriquer pour les Patriots, qui sont très limités en quantité et extrêmement chers. Donc oui, ils ont frappé un leurre et ils sont super contents. Je veux dire, regardez ça, vous voulez me dire que c'est un camion ? Je ne pense pas. C'est un leurre, mais les Russes, même s'ils regardent dans cette image, c'est évident que c'est un leurre. Mais ils veulent tellement y croire. Ils sautent de joie. On a touché un patriote, on a touché un patriote. C'est drôle, ça me fait plaisir. Ne dites pas aux Russes que c'est un leurre. Laissez-les profiter de leur journée. Mais les Russes mentent, c'est ce que fait l'armée russe. Voici l'un des plus grands canaux Telegram russes. Le blogueur militaire Romanov nous en explique les raisons. C'est mauvais pour les soldats russes que leurs généraux mentent, car cela se traduit directement par des hommes qui meurent au front. RIA Novosti, site d'information russe, affirme que tous les districts de Kupiansk sont contrôlés par l'armée russe malgré les tentatives ukrainiennes d'entrer dans la ville. Romanov affirme que cette information est non seulement inexacte, mais aussi très éloignée de la réalité sur le terrain. De plus, en réalité, Kupiansk n'a pas été sous notre contrôle un seul jour. Le commandement du groupe de l'Ouest se limite à colorier des territoires pour de faux rapports, ce qui entraîne des conséquences. Voici la vérité. Le manque de contre-mesures suffisantes contre les offensives continues de l'ennemi dans la région et, par conséquent, l'ennemi occupe des zones auparavant contrôlées par nous. Si vous mentez sur une zone, les ordres viennent d'une hiérarchie où Gerasimov et Poutine, hauts dirigeants de l'armée russe, décident. Ils observent ces fausses cartes et disent « Nous contrôlons Kupiansk, attaquez, prenons-en plus, pendant ce temps ». En réalité, les Ukrainiens ont repoussé la logistique russe, ils ont repris Kupiansk et ils menacent d'autres zones sous contrôle russe. Les routes logistiques, par exemple. Mais l'ordre est venu d'en haut d'attaquer, même s'ils battent en retraite. Ils ont donc dû envoyer des hommes à l'attaque sans aucune préparation ni position préalable. Pour cela, il faut de bonnes positions d'attaque, donc on envoie des hommes à la mort, comme on le voit depuis des années. Vous voyez des colonnes russes avancer directement dans des champs de mines, sous le feu des mortiers et de l'artillerie, dans des zones de tir. Vous pourriez vous demander « Pourquoi » Pourquoi sont-ils aussi stupides ? Leur système militaire hiérarchisé suit des ordres politiques. Et ils viennent d'un ou deux types tout en haut qui regardent les mauvaises cartes, qui regardent les mauvaises couleurs. Et ils disent simplement « Attaquez, attaquez, attaquez », c'est tout ce qu'ils disent. Donc oui, c'est pour ça qu'on voit ces vidéos, et je veux dire, c'est amusant à regarder. Ne vous méprenez pas, continuez comme ça. En Ukraine, on voit cela moins qu'en Russie. Par exemple, concernant Kupiansk, les militaires russes mentent et reçoivent désormais l'ordre d'attaquer une zone alors qu'ils s'y retirent en réalité. Qu'est-ce que cela donne ? J'ai une vidéo à vous montrer. Elle vient d'un soldat du 121e régiment et ils sont dans une colonne d'attaque qui s'approche de Kupiansk. Voyons ce qui leur est arrivé. C'était un vrai chaos. La colonne n'est même pas allée au bout. Ils nous ont écrasés avec l'artillerie et les mortiers. Des véhicules touchés. Tout le monde a sauté dehors. Cet homme était le produit direct et vivant d'un système hiérarchique rigide, où les ordres politiques ignorent les informations du terrain. Juste une colonne qui frappe une zone de destruction. Ils nous ont frappés avec des bombes à sous-munitions. Ils ont fait exploser la tourelle. Ils nous ont amenés. Je ne comprends pas ce que ces mots signifient. Regarde ces petits fromages sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont même militarisé Jésus. En bref, un vrai cauchemar. L'un est allé directement dans la jambe. Ils pilonnent avec l'artillerie comme des fous. On ne peut ni marcher, ni conduire. En bref, tout va bien. Eh bien, le moral est bon, oui. Donc c'est l'incarnation vivante de ce qui se passe quand votre système militaire est trop centralisé. Je veux dire, chaque armée est centralisée. Un général américain donne un ordre. Un simple soldat ne le contestera pas, surtout dans l'armée américaine ou l'OTAN. Il y a plus de liberté pour les squads sur le terrain de décider quoi faire, de prendre en compte le champ de bataille et d'improviser, de s'adapter, de surmonter. C'est comme ça que fonctionnent les armées occidentales. Il existe un ordre supérieur, parfois politique, quand le président ordonne à l'armée d'agir, mais une marge de manœuvre subsiste.
C'est la différence entre les armées occidentales et la russe. Quand un soldat russe avance pendant que l'armée se retire, la colonne progresse et attaque directement la zone de tir. Voici le résultat. Observons l'état de la flotte fantôme russe. Je sais que vous voulez savoir car les États-Unis capturent désormais des navires russes, et aussi les Italiens qui ont pris du courage. C'est super à voir. Italie garde ce courage, on adore, continuez. L'Italie a capturé un vraquier de la flotte fantôme russe transportant 33 000 tonnes de métal ferreux. C'est quoi? Un genre de métal, du fer ou du nickel? Je ne sais pas exactement quel type de métal c'est, mais c'est bien du métal, directement de Novorossiysk. Exactement. La Russie essayait d'exporter des marchandises sous sanction avec un navire sanctionné, et il était en train de refaire le plein de carburant. En Italie, pays de l'Union européenne, ils doivent saisir chaque navire sanctionné, ce qu'ils ont fait. Sympa. Comment dit-on zut en Italie? Je ne sais pas. Eh bien, merci aux Italiens en anglais pour toi. Encore une fois, si on ne sait pas de quel métal il s'agit, on ne sait pas ce qu'est l'argent, c'est ça. Mais 33 000 tonnes de métal, c'est très cher, soit des dizaines de millions de dollars. C'est ce que prennent en général les Italiens. Et après? Soyons clairs, c'est de la contrebande à grande échelle. 33 000 tonnes. En général, c'est vendu et les recettes vont à l'Ukraine ou au gouvernement italien. Je ne sais pas ce qu'il advient des navires capturés, mais ils ne serviront plus la Russie. Nouveau coup dur pour la Russie. J'espère que chaque pays de l'OTAN et de l'Union européenne capturera un navire fantôme russe, porte-conteneurs ou pétrolier. Dès qu'ils en auront l'occasion, c'est comme ça qu'ils pourront nuire à la Russie. C'est la façon la plus efficace et rentable de le faire, bien plus que toute arme sur le champ de bataille. Des blogueurs militaires russes déplorent que l'Italie ait saisi leur ravitailleur fantôme à Brindisi. 33 000 tonnes d'acier de Novorossiysk envolées, tout ça grâce à ces fichues sanctions de l'Union européenne et au leadership des États-Unis. Par exemple, si c'est vraiment de l'acier, alors ça va coûter très très cher. 33 000 tonnes d'acier, c'est énorme. Vous pouvez calculer, mais j'estime que cela représente 50 à 100 millions, ce qui fait beaucoup d'argent perdu. Oui, c'est impressionnant de voir que la Russie dispose de plus de 500 navires fantômes à son service. Elle exporte environ un tiers de son pétrole. Avec la flotte fantôme, ce qui signifie énormément d'argent, on parle de milliards par an, qui proviennent de la flotte fantôme. Donc si vous retirez ça, vous enlevez une somme énorme d'argent à l'armée russe, et vous savez où ça va, alors continuez comme ça. La panique gagne la blogosphère russe alors que la flotte fantôme de pétroliers de Poutine est démantelée à un rythme alarmant. Dans le monde entier, il y a environ 1100 pétroliers de la flotte fantôme, pas seulement russes, mais dans le monde entier, dont environ 650 à 850 sont contrôlés par la Russie. La plupart des navires de la flotte fantôme mondiale sont contrôlés par la Russie. Ils représentent un cancer qu'il faut éliminer. Vous éliminez ainsi beaucoup de problèmes de ce monde. Ces navires changent souvent de nom, de pavillon, coupent leurs transpondeurs et transfèrent du pétrole en mer, même près de la Baltique. Donc oui, si vous vous demandez « Oh, que pouvons-nous faire pour nuire à la Russie ?» Eh bien, la manière la plus douloureuse, la plus rentable et la plus rapide, c'est simplement de saisir chaque navire russe de la flotte fantôme illégale qu'il est impossible de saisir. C'est l'hiver, à la mi-janvier. Il fait très froid en Ukraine, mais aussi en Russie, à Moscou, Novosibirsk, en Extrême-Orient, partout. On peut supporter le froid si le système communal, notamment le chauffage et l'électricité, est bien entretenu. La Russie ne l'a pas fait car tout l'argent part à la guerre. Donc chaque hiver, c'est encore la saison des fontaines de merde, comme je l'appelle, en Russie. Leur canalisation de chauffage et d'eau, vieille de 60 à 70 ans, éclate souvent. Et même les canalisations d'égout, elles ont tendance à éclater parce qu'elles sont généralement juste à côté des canalisations de chauffage. Et ensuite, on a droit à une magnifique fontaine de merde. Ça n'arrive qu'en Russie quand il pleut de l'or brun. Je ne sais pas, c'est ainsi que les agriculteurs l'appellent. Un effondrement communal a touché le district de Klepikovski, région de Ryazan. Électricité, chauffage et gaz sont coupés depuis une semaine, selon les habitants sur les réseaux sociaux et la page du gouverneur. Ce district compte environ 20 000 habitants, et quand on n'a ni électricité ni gaz, ça ne pose pas de problème en juin, mais ça compte beaucoup en janvier.
quand il fait -20, parce qu'à ce moment-là, il y a une liste interminable de choses qui tournent mal quand il fait -20. Dans votre appartement, tout est en panne. Les maisons et appartements ne sont pas faits pour ça. En sachant qu'il fera 20 degrés C dans l'appartement et vu les matériaux utilisés partout, ce sera un vrai désastre. Ne me croyez pas sur parole. Profitons de quelques vidéos. Celle-ci vient de la région de Moscou où encore une fois un système de chauffage tombe en panne parce qu'il n'a jamais été entretenu. Installé dans les années 60, cela signifie une eau très chaude qui éclate souvent et brûle de nombreuses personnes, alors qu'il fait -20 degrés Celsius dehors. C'est ironique qu'il fasse si froid et que l'on se retrouve brûlé sur tout le corps, et en plus une grande partie de la ville n'a plus de chauffage. Quand une conduite de chauffage principale éclate en Russie, la vapeur qui sort du sous-sol indique toujours une perte de chauffage. Cela arrive si souvent que tout le monde le sait déjà. Il y a pire en Extrême-Orient. Moscou est la capitale. Tout sera réparé rapidement. Allons au Kamtchatka, qui est aussi à l'est qu'on puisse aller. Ils ont eu une quantité de neige record. Je ne parle pas d'un peu, je parle de mètres de neige. Tellement qu'il faut creuser. Il faut creuser un tunnel pour atteindre ta voiture, et pas sur le côté, mais jusqu'à la ville. Et regardons toutes les vidéos, elles sont plutôt drôles. Regardez ça. Ces gars sont dans une voiture, non? Mais surprise, comment sont-ils entrés dans cette voiture? Bienvenue au Kamtchatka, où un immense tunnel mène à la voiture à cause de l'impressionnante quantité de neige cette année. Voilà la Russie. Les services n'enlèvent même pas la neige, ils attendent juste qu'elle fonde. Je ne plaisante pas, rien ne marche là-bas. Regarde, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est la vraie quantité de neige qu'ils ont eue. Comment est-ce possible? J'aimerais que ce soit de l'intelligence artificielle, c'est réel. Oui, je veux dire, les gens peuvent vraiment faire de la luge, et c'est sympa. Mais le revers de la médaille, c'est que tout tombe en panne. Chaque système, rien ne fonctionne du tout, le chauffage, tout va tomber en panne à cause de la neige, et ils ne répareront rien. Regarde ça, ils sont en train de déblayer. Ces voitures, tu ne peux pas les utiliser. Même déterrées, tu ne vas nulle part, car aucune route n'est ouverte et elles ne le seront pas parce que c'est la Russie. L'argent destiné à déblayer les routes est généralement pris par le gouverneur. Ce gars essaie juste de rentrer chez lui. Regarde, tu peux même pas ouvrir la porte, tu dois pousser la neige, tu peux pas rentrer. C'est grave si ça arrivait en Amérique ou en Allemagne, non? C'est grave, mais la ville agirait vite pour tout nettoyer. Il donnerait plus d'argent et des heures supplémentaires à ceux qui nettoient les rues pour aider les gens à rentrer chez eux. En Russie, tu es seul, le gouvernement s'en moque. Le gouverneur prend l'argent prévu pour ces nettoyages. Tu dois le faire pour rentrer chez toi. À Novosibirsk, le souci était le froid, pas la neige. C'est la Sibérie, il fait très froid là-bas. Alors ce gars utilise un pistolet thermique industriel pour souffler de l'air chaud sous la voiture. L'idée peut être utile si tu l'utilises 5 ou 10 secondes ou même 1 minute. L'air entrant atteint 5 ou 600 degrés Celsius, ce qui n'est vraiment pas idéal pour chauffer ta voiture. Je ne ferai pas ça, mais ce type c'est un Dumbo Yumbo russe, il ne sait pas mieux. Alors il a juste... la voiture commence à brûler simplement parce que de l'air chaud y est injecté. Maintenant, tu as réussi. Tu as trop réchauffé ta voiture dans le froid de Novosibirsk. Au lieu d'avoir une voiture bien chaude, tu as eu un barbecue. Le bon côté, c'est que c'est un barbecue gratuit. Le mauvais, c'est que tu n'as plus de voiture. Ouais, c'est le bordel en hiver. La Russie, c'est le bordel en été aussi. C'est aussi le bordel. Tout était pourri en Russie, sauf la pisse, qui reste de la pisse. Maintenant, mes amis, nous devons revenir quelques semaines en arrière, juste avant le jour du Nouvel An, parce que les Ukrainiens ont décidé d'offrir un cadeau du Nouvel An aux Russes dans un certain sous-sol d'une certaine ville appartenant aux Ukrainiens. Environ 50 soldats russes étaient dans ce sous-sol. Il faisait froid, ils se blottissaient ensemble. Habituellement, Ukrainiens et Russes s'y cachent tous les deux, dans les villes où il y a des zones de guerre. Alors les Ukrainiens ont décidé de faire quelque chose à laquelle les Russes n'auraient jamais pensé. Livrer des explosifs. Un homme apporte des explosifs directement dans ce sous-sol et s'enfuit. Sapeur ukrainien qui a conçu ces explosifs, ils ont dit. Ils les fabriquent comme des sandwichs. Chacun contient environ 1 kg ou 1,5 kg.
Ils transforment trinitrotoluène et mines antichars en charges fugasives, capables de détruire matériel et bâtiments. Ils mettent dinitrotoluène, mines, antichars et autres explosifs ensemble, puis livrent le tout à la cave. Mais pourquoi faire ce choix? C'était vraiment risqué, parce que l'ennemi ne s'y attendrait pas. J'adore que tu fasses qu'on le casse quelque chose d'extraordinaire, risqué, mais auquel il ne s'attendrait pas du tout, donc tu t'en sors. Il ne s'attendrait pas à une telle audace. Seul un psychopathe apporterait des explosifs là-bas. Les Russes n'avaient pas mis de garde. Ils fêtaient juste le nouvel an dans une cave en première ligne. Les Ukrainiens observaient la mission et la livraison des explosifs. On voit maintenant les réactions car la vidéo vient de sortir, d'où les 2 semaines de décalage. Tu vois, c'est le trou de la cave. C'est le soldat ukrainien. Badaboum. L'explosion est petite, mais elle est vraiment énorme sous terre. Tu ne vois qu'une petite partie qui sort par la petite ouverture. Mais il y avait beaucoup de viande là-dessous. Vraiment beaucoup. Snom Godom, c'est ce qu'a dit le soldat ukrainien, ce qui veut dire bonne année, en russe. C'est incroyable d'audace. On ne penserait pas qu'ils oseraient en faire ça pendant le nouvel an, même à 50 dans un sous-sol. La ligne de front est à 3 km. Un soldat ukrainien lance des explosifs, s'enfuit, puis ça explose. Tu te retrouves avec plein de fumier, mais au sous-sol, pas dans le champ. Quelqu'un doit nettoyer. Ouais, mission de fou, les amis. Le 16 janvier, Adam Gadourov a eu un accident de voiture. C'est le fils de Ramzan Gadourov, le dictateur de la Tchétchénie, contrôlé par la Russie, maintenant Ramzan Gadourov, l'actuel dirigeant. Ses reins ont lâché, c'est un toxicomane, il l'est depuis des années, et maintenant ses reins ont lâché, il est en train de mourir. Il est malade depuis 1 ou 2 ans, et mourra bientôt, c'est certain. Il peut partir à tout moment. Donc il prépare vraiment son fils à lui succéder, en lui donnant toutes sortes de postes et toutes les médailles possibles. Adam Gadourov. Le fils a 18 ans, il est très étrange. Vous leur donnez du pouvoir, quel qu'il soit. C'est un âge où ça ne leur réussit pas vraiment. Ils ont des papillons dans la tête et ils ne peuvent pas contrôler ça. C'est comme trop de courant qui passe dans un petit fil, ça le fait brûler. Donc Adam Gadourov conduisait dans son cortège. D'habitude, il a un chauffeur et une voiture de sécurité. Cette fois, il a décidé d'être le chauffeur et il a appuyé à fond sur l'accélérateur. Quoi qu'il en soit, il est allé vraiment vite, bien sûr. Il a perdu le contrôle de la voiture parce qu'il a surestimé ses capacités de conduite. Parce qu'il avait 18 ans, on n'aurait pas dû laisser ce gars-là conduire un cortège à 250 km/h. Il y a eu un accident, la voiture est sortie de la route et a percuté la barrière. Selon d'autres rapports, Adam a repris connaissance et était à l'aise avec les médecins à l'aéroport de Grozny. Il est également rapporté que l'accident dans le centre-ville aurait été classé comme une tentative de meurtre. C'était sûrement un jeune de 18 ans avec trop de puissance et de liberté, il roulait comme un fou. Voilà à quoi il ressemble. Il est connu pour recevoir toutes les médailles pour tout en Russie et en Tchétchénie. Tout ce qui se passe et qui a une médaille, Adam Gadourov la reçoit. Il le prépare simplement à devenir le prochain dirigeant de la Tchétchénie. Son état de santé n'inquiète pas les médecins. Ouais, on ne sait pas vraiment si c'est bon ou pas. Ils affirment qu'il a survécu et se porte bien. Il a été rapidement transporté à Moscou par un avion des services d'urgence russes. Et c'est vraiment important parce que la Tchétchénie est l'un des maillons les plus faibles de l'Empire russe. Ces gens-là, c'est comme une poudrière. Si la Tchétchénie n'est pas dirigée par Ramzan Gadourov, qui sera Adam? Et si Adam disparaît, qui le remplacera? Un vide de pouvoir pourrait survenir en Tchétchénie. Vous ne voulez pas savoir ce qui arrivera. Cette fissure ébranlera tout l'Empire russe. C'est aussi un problème pour Poutine, alors ils soutiennent Adam Gadourov à Moscou. Je ne sais pas si c'est positif pour l'instant, mais surveillez la Tchétchénie. Et dans les prochaines années, de grandes choses vont sortir de cette région, quand Gadourov ne sera plus là. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Il ressemble à un jeune de 18 ans normal. Il pourrait avoir une barbe car en Tchétchénie, région musulmane, c'est culturel. Mais tu n'en as pas. Ils te verront comme un gamin sans opinion ni droit d'agir. Il pourrait donc avoir besoin d'une barbe. Il est très jeune, donc je suis surpris qu'il ne soit pas encore allé en Turquie pour une barbe. Mais il attendra sûrement qu'elle pousse. Et la blague, c'est que c'est les Français.
c'est que même inconscient après un accident de voiture, Adam Kadyrov continue de recevoir des médailles. C'est juste une photo amusante. Une photo générée par intelligence artificielle. Adam Kadyrov a reçu une médaille d'or pour ses mérites dans le renforcement de la sécurité des centrales nucléaires, soi-disant pour sa contribution à la protection de la centrale nucléaire de Zaporizhia. La récompense a été annoncée par Ramzan Kadyrov. Le père, oui, Adam était chargé de contrôler les Kadyrovites, qui étaient censés sécuriser la centrale nucléaire de Zaporizhia. Je doute qu'Adam soit allé en Ukraine ou dans la zone contrôlée par la Russie, mais il a reçu la médaille et la mission de sécuriser. Je sais, c'est bizarre, mais ça arrive. Un grand risque de vide et de lutte de pouvoir existe. Après la mort de Ramzan Kadyrov, qui surviendra dans quelques années, le problème de Poutine commencera. 2 guerres ont eu lieu en Tchétchénie dans les années 90. Ils ont gagné la première. C'est une petite région avec une population très féroce en ce moment, soumise par Kadyrov et Poutine. Si cela disparaissait, ce serait un gros problème pour la Russie. Dans les années 90, de nombreux criminels et groupes organisés venaient de Tchétchénie. Ils contrôlaient Moscou, Saint-Pétersbourg et étaient très actifs, même en Estonie, mais pas en Lituanie. Donc s'ils devaient refaire cela, exporter leurs crimes organisés comme ils l'ont fait dans les années 90, ce serait la fin pour la Russie. Mais sur ce, je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, merci de revenir. Je serai de retour pour vous mercredi et vendredi à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne si vous l'aimez. Slavo Crinier et au revoir.